Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Biodiversité, ce mot a été proposé en 1986 par les scientifiques américains pour désigner l'ensemble des êtres vivants et les écosystèmes dans lesquels ils vivent. La naissance d'un mot qui coïncide avec la prise de conscience de la menace qui pèse sur cette diversité du vivant. Une diversité dont l'humain fait entièrement partie, tout en représentant sa principale menace. Aujourd'hui, le Labo des Savoirs explore la biodiversité marine et les dangers qui pèsent sur elle. Cette émission est réalisée en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et leur cycle de conférences « Sciences étonnantes ». C'est une fois par mois et c'est gratuit. À l'occasion d'une conférence publique donnée au Muséum, justement, appelée « Changement global, quelles conséquences pour la biodiversité marine ?», nous avons pu poser quelques questions à Nadia Améziane, professeure au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris et directrice de la station marine de Concarneau, près de Quimper, en Bretagne. Nous parlerons ensemble dans cette émission des 6 grandes menaces qui mettent en danger la biodiversité marine, mais aussi de solutions et de sciences participatives. Et parce que l'on protège mieux ce que l'on connaît, Jérémy Frexas et Floriane Brémond, bénévoles du Labo des Savoirs, vont vous faire découvrir quelques-uns des secrets merveilleux des oursins dans une chronique à 2 voix. Place à l'interview. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Nadia Améziane, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure au Muséum national d'Histoire naturelle à Paris et directrice de la station marine de Concarneau. Concarneau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est près de Quimper, en Bretagne. Vous présentez aujourd'hui au Muséum d'Histoire naturelle de Nantes une conférence sur les changements globaux et leurs conséquences pour la biodiversité marine. Ce qui amène ma première question. Biodiversité, on en entend souvent parler, notamment parce qu'elle est en danger. Mais c'est quoi la biodiversité ? Comment on pourrait la définir ? Alors, je vais commencer en disant que c'est difficile de définir la biodiversité, c'est complexe. Très souvent, les gens pensent que biodiversité, c'est juste compter le nombre d'espèces. Voilà. Mais ce n'est pas que ça. La biodiversité, c'est aussi les relations qui existent entre les espèces et le milieu, et entre les espèces et entre elles. Ce sont les relations au sein d'un écosystème, c'est la diversité des habitats, c'est la diversité des comportements, c'est la diversité fonctionnelle. En fait, chaque scientifique va aborder la biodiversité de son point de vue et de son intérêt. Et globalement, je reprends mon président qui dit qu'on ne devrait pas parler de la biodiversité, mais on devrait dire des biodiversités. C'est pas juste un inventaire d'espèces. Non, pas du tout. Ce n'est pas juste un inventaire d'espèces. Même si moi je suis une spécialiste d'inventaire d'espèces, c'est une petite partie. Après, voilà, il faut rajouter les écosystèmes, les liens entre les espèces, les liens même entre les populations, entre l'habitat et l'impact de l'habitat. Je veux dire, vous comparez, rien qu'en marin, un écosystème, donc c'est un ensemble d'espèces avec leur habitat, qui vivent dans un milieu que moi je trouve extrême, qui s'appelle l'estran. Donc, qu'est-ce que l'estran ? C'est un milieu qui est découvert lors des basses marées et qui est recouvert au moment des hautes marées. Donc, globalement, ce milieu-là, pour les organismes, il est très impactant. Vous devez vous protéger quand il y a plus d'eau. Il faut que vous soyez capable de supporter le fait de ne plus avoir d'eau. Il faut que vous soyez capable de supporter d'un seul coup quand vous êtes en plein été. Quand c'est haute mer, vous êtes bien tranquille. La mer repart, vous avez les rayons du soleil qui viennent taper. Donc voilà, un contexte très dur. Eh bien, cet écosystème-là va être différent d'un écosystème d'une zone un peu plus profonde. Donc ça mérite de les étudier sous tous les angles possibles. Tout à fait. Et à différentes échelles. Alors les échelles, on va en parler. Écosystème, vous venez de dire ce mot, d'ailleurs on en a un bel exemple avec l'estran. On avait coutume de dire qu'on connaît mieux l'espace que nos fonds marins. Les écosystèmes marins, aujourd'hui, est-ce qu'on les connaît maintenant ou est-ce que ça reste encore mystérieux ? Ça reste encore très mystérieux. Les chiffres, alors peut-être qu'ils ont augmenté, mais très souvent on dit qu'on n'a exploré que 5% des océans. C'est pas beaucoup quand on sait que les océans représentent 70,8% de la surface de la Terre. Et si vous mettez ça en volume, ça fait 90% du volume de la Terre. Donc c'est un espace énorme
qui contient beaucoup de vie et dont, en fin de compte, on ne connaît pas grand-chose. Et pourquoi ? D'abord, c'est difficile d'aller dans le milieu marin. L'homme, il n'est pas fait pour aller dans le milieu marin. Même si on a passé une partie de notre vie, tout début, dans un milieu aqueux, une fois qu'on en est sorti, on est plus adapté pour aller... voilà, on n'est pas capable de plonger. Alors les meilleurs sont capables de plonger avec tuba, avec des bouteilles jusqu'à 100, 120 mètres, mais c'est un exploit. Après, on a quand même des sous-marins, mais globalement, c'est quand même très difficile techniquement d'explorer le milieu marin. Et on va bien connaître certaines zones. Et puis, on va avoir des zones dont on ne connaît rien. Ah ouais, donc l'exploration continue. On est Tout à fait. En permanence en train de découvrir de nouvelles choses. Chaque fois qu'on fait une campagne océanographique, c'est-à-dire qu'on va explorer les fonds marins, on revient de ces campagnes avec une quantité d'espèces nouvelles pour la science à décrire. Donc ça, c'est le côté très enthousiasmant de notre travail, c'est de se dire waouh, on va encore découvrir de nouvelles choses. Et c'est un mystère sur lequel pèsent des menaces, alors qu'on ne sait pas encore tout ce qui regorge. Il y a des menaces qui pèsent. Votre conférence s'intitule « Changement global. Quelles conséquences pour la biodiversité marine ?» Pourquoi ce terme « changement global » et pas « réchauffement climatique » comme on entend souvent ? Alors parce que d'abord, il y a une confusion. Changement global, ce sont des scientifiques qui ont déterminé ce que ça voulait dire. Et ce changement global, il a 6 composantes. La première est la dynamique de la démographie humaine. Là, donc les humains se reproduisent, puis puisent dans la ressource et ne savent pas se réguler. Alors ça, politiquement, c'est pas correct à dire, mais c'est comme ça. Le deuxième facteur, ça va être la destruction ou la fragmentation des habitats. On a vu ça, par exemple, avec... alors, je ne vais pas vous donner un exemple marin, mais terrestre, parce qu'il va parler à beaucoup de personnes, mais les haies dans les bocages, eh bien, quand elles ont été détruites, on a perdu énormément de diversité. Les oiseaux ne pouvaient plus nicher, il n'y avait plus ces corridors. Donc, la destruction, la fragmentation des habitats, c'est une des composantes de ce changement global. Vous avez les intrants chimiques, c'est-à-dire tout ce qui est pollution, qui vont faire partie de ce changement global. Vous avez également ce qu'on appelle, nous, le dérèglement climatique. Et vous voyez là, souvent, la confusion vient de là. Changement global, dérèglement climatique, ça s'est mis en changement climatique. Je ne sais plus du coup où j'en suis dans mes 4, je crois. Il m'en reste 2. Donc, il y a l'érosion de la biodiversité. Et le 6e que j'ai oublié, ça doit être les espèces invasives. Voilà. Donc, ces 6 composantes-là font le changement global. Et ce changement global va avoir un impact sur nos écosystèmes. How'd you get so open? Could I call you sometime? Oh, I'd do anything. Make me turn it all around. Everybody's watching, and I know it better than them all. Won't you believe the words I say to you tonight, baby? I can get down like an alpha. Do you fuck with me now? I'm a dancer. Tryna get down like a tripwire. Give me a chance, I'm a wildfire. I'm a child making big noise. Turn up in the whip, tryna spill wine. Get down, making big noise. Baby, if you're down, we can do it tonight. Put your hands up like a winner, like you're in the club on a weekend. You're the answer. Don't pretend you're anything less than that. If I get that, put my hands up. I can own that, 'cause I know that I got it. If you got it like that, I'll be stepping out on my own. Baby, you'll say, am I right to question everything now? Question everything now. Won't you leave me lonely? We were fated after all. Feeling my body, you know it's true. Darling, you all this time. I can get down like an alpha. Do you fuck with me now? Will I dance? Tryna get down like a tripwire. Give me a chance, I'm a wildfire. I'm a child making big noise. Turn up in the whip, tryna spill wine. Get down, making big noise. Baby, if you're down, we can do it tonight. Put your hands up like a winner,
club on a weekend. You're the answer. Don't pretend you're anything less than that. If I've been there, put my hands up. I can own that, 'cause I know that I got it. Put your hands up like a winner, like you're in the club on a weekend. You're the answer. Don't pretend you're anything less than that. If I've been there, put my hands up. I can own that, 'cause I know that I got it. I got it. I know I got it. I know I got it. Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours. C'était Lola Alpha. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. Nous sommes avec Nadia Améziane, professeure au Muséum national d'histoire naturelle à Paris et directrice de la station marine de Concarneau. Retour à l'interview. On va justement passer ensemble en revue ces 6 grandes menaces, notamment sous le spectre de la biodiversité et des écosystèmes marins. C'est quand même quelque chose d'assez particulier, on parlait d'échelle tout à l'heure, c'est une échelle globale, tellement globale qu'on en vient à renommer notre ère géologique anthropocène, donc vraiment l'ère de l'homme, l'ère où l'homme, le responsable de ces changements, transforme de façon irréversible l'environnement. Ça veut dire quand même quelque chose. Oui. Alors, irréversible, je ne sais pas jusqu'où... Voilà. Restons optimistes. Restons optimistes. Par contre, c'est vrai que c'est la première fois depuis que la vie existe sur Terre que ces changements sont dus à une espèce. Ça, c'est vrai que c'est la grande nouveauté. Les autres changements, il faut savoir que depuis que la vie est apparue, il y a eu à peu près une 60aine de crises de la diversité, avec 5 grandes crises de cette diversité. Alors, tout le monde connaît... les dinosaures, il y a aussi, pour ceux qui sont un petit peu plus éclairés, les trilobites. C'est quand même sur ces crises-là, celles qui, par exemple, ont vu s'éteindre les trilobites, il y a eu 90% des espèces qui ont disparu. C'est juste énorme. C'est monumental. C'est monumental. Alors, on peut se dire, on ne va pas s'inquiéter. Sauf que cette disparition, elle s'est faite sur un temps long. Donc, il y a eu adaptation de certaines espèces, et puis il y a eu le temps de reproposer quelque chose. Là, on est sur un temps très court, moins de 100 ans. Là aussi, c'est une autre caractéristique, c'est la vitesse des événements. Donc cette 6e crise de la biodiversité, elle résulte de 2 choses, d'une espèce, et elle va très vite. Ce qui le rend encore plus inquiétant. Alors on va justement parler un petit peu de cette espèce, en commençant par une des 6 grandes menaces, la démographie. On est, depuis novembre 2022, 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Petit rappel, on était 1 milliard en 1800, donc il y a 200 ans à peine. Comment ce boom démographique peut impacter la biodiversité marine? Surtout qu'on se dit, c'est sous les océans, c'est loin de nous, ils sont pépères. Alors, il faut savoir que ces 8 milliards d'individus sont pratiquement tous concentrés sur la frange littorale en plus. Il suffit de regarder sur Internet, vous regardez une map monde de nuit et on voit très très bien toutes les lumières. Donc, toutes les côtes qui sont lumineuses. Je crois qu'il est prévu que pour 2035, il y ait 75% de la population mondiale qui vivent sur le littoral. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va augmenter la pression sur ce littoral. On va l'augmenter de telle façon, on va détruire des habitats. Toutes les zones humides là, qui font la transition sont détruites. On urbanise beaucoup, on rejette beaucoup. Donc on augmente les déchets et on est en compétition en fait avec la faune qui est toute proche. Donc la pression, elle est énorme. Et j'allais dire, là je vous parle du littoral, mais tout ce qui est pollution, c'est 80% des déchets qui arrivent à la mer viennent de la terre. Et il y a quelque chose qui m'amuse, qui m'interpelle à chaque fois, c'est que quand vous êtes sur une ville littorale, quand vous êtes au centre de la ville, vous avez des petits pas ou des petits ronds qui vous disent « ici commence la mer ». Moi, j'aurais envie de dire, en haut du Mont Blanc, mettre une plaque comme ça en disant « ici commence la mer ». Les déchets viennent de toutes parts, pas juste du littoral. Non, de toutes parts. On a des ruisseaux, on a des rivières, il y a du vent, donc on a des vrais corridors et les déchets arrivent du centre des continents aussi. Donc même si on est des humains qui se multiplient sur Terre, ça a un impact réel sur la faune, la flore, la biodiversité marine. Et puis en plus, on a besoin de manger.
hein, voilà, on ne se nourrit pas d'eau fraîche et d'amour. et l'impact va être sur la surexploitation des ressources alimentaires, ressources en eau. Hein. On va avoir un vrai défi avec l'eau douce, on le voit déjà. Ça va aussi avoir un impact sur tout ce qui est minéraux. Les nodules polymétalliques qui sont dans les fonds, les industriels commencent à bien regarder maintenant parce qu'on est en manque de métaux rares, par exemple. C'est quoi les nodules? Alors, ce sont des concrétions. Quand on les voit sur une photo, ça fait des petits ronds de pierre où, à l'intérieur, on a un certain nombre de métaux rares. Et jusqu'à présent, la technologie faisait que ce n'était pas du tout intéressant d'aller les prélever parce que ça coûtait beaucoup plus cher que ce que ça pouvait rapporter. Maintenant, en technique, on est devenu plus performant et puis surtout, on a moins de ces métaux rares sur Terre. Il y a une crise de métaux rares. Donc, on va les puiser dans les fonds, dans les grands fonds. Et le problème, c'est qu'il y aura un impact sur cette faune profonde qui n'est pas très résiliente. C'est-à-dire qu'à la moindre perturbation, en plus, ces nodules polymétalliques, ils ont eu la bonne idée de se mettre souvent dans des endroits où c'est un peu vaseux. Donc, si vous bougez un petit peu ça, tout va revenir en suspension et donc ça va avoir un impact sur cette faune profonde. Donc, j'allais dire, on agit depuis l'estran dont je vous parlais tout à l'heure jusqu'aux plus grandes profondeurs. Des métaux rares, je le rappelle, qui peuvent être utilisés notamment dans la composition des smartphones, de la technologie. Et pour l'instant, on n'est pas sur une voie où on diminue en termes de technologie, surtout depuis qu'on parle de cette pénurie de métaux rares qu'on trouve pour l'instant dans les mines sur Terre. Donc oui, je comprends que les industriels soient intéressés. Là, on est en train de parler déjà de la surexploitation des ressources, ce qui est lié, tout est lié, bien sûr. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est multifactoriel et quand vous commencez à aborder le fil, forcément, vous ne pouvez pas vous empêcher de parler des d'autres facteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que cette surexploitation des ressources veut dire qu'à un moment, ça ne va pas se renouveler suffisamment, ça va des ressources qui vont peut-être jusqu'à disparaître? Alors, pour tout ce qui est métaux, oui, puisqu'on ne fabrique pas des métaux comme ça, voilà, ça c'est sûr. Pour ce qui est de la vie, ça va dépendre. Ça va dépendre de jusqu'où on va aller, ça va dépendre de la résilience aussi des écosystèmes et des espèces. C'est-à-dire qu'on voit très très bien déjà que certaines espèces, alors je vais prendre les méduses, hein, elles s'adaptent à tout. Ah ouais, et puis vu l'âge qu'elles ont, les méduses... Elles supportent des augmentations de température de l'eau, elles s'accommodent assez bien de la pollution, donc elles se développent. Donc on aura, quoi qu'il arrive, on va avoir des espèces qui vont s'épanouir et qui vont se développer. On va avoir des nouveaux écosystèmes, probablement. La chose à laquelle il faut penser, c'est est-ce que ces écosystèmes-là qui vont se mettre en place, eh bien, vont être favorables à l'humanité. Parce que je vais caricaturer à l'extrême. Imaginons qu'on ait une gélification des océans, c'est-à-dire qu'on n'ait que des méduses. Que va manger l'humain? Nous, on ne mange pas de méduses. Non, alors je sais que... Alors, dans les pays asiatiques, ils mangent certaines espèces de méduses. Mais bon, globalement, je ne suis pas sûre que ça nourrisse beaucoup son homme. Et puis, il y a des méduses qui sont mortelles, parce que elles sont toutes urticantes, c'est sûr, mais il y en a qui ont des venins très puissants. Donc, je veux dire, en plus, on introduit, pour aller vous baigner dans certaines eaux, si vous avez ces méduses mortelles, je pense à celles qui sont en Australie, pour l'instant, elles sont dans ces endroits-là, mais si les eaux se réchauffent trop, elles peuvent revenir vers chez nous. Donc ce déséquilibre, quoi qu'il en soit, va impacter l'humanité. Et ça, il faut que l'humain en prenne conscience. Là, ce qui nous emmène déjà à érosion de la biodiversité, ce qui est génial, parce qu'on voit effectivement que tout s'enchaîne assez naturellement. Vous avez parlé de ce fameux exemple, imaginons que les méduses qui résistent très bien, elles prennent toute la place. Ça me fait penser que, sur les populations d'oiseaux, oui. J'ai fait des petites recherches. Entre 89 et 2017, la population d'oiseaux généralistes a augmenté, plus 20%. On se dit, fantastique, c'est un peu comme nos méduses, ceux-là, ils résistent bien. À l'inverse, le nombre d'oiseaux communs spécialistes, donc qui sont plus agricoles, plus forestiers, plus dans le bâti, eux, ils ont diminué de 22% en métropole. Donc un phénomène qui s'explique parce que les habitats ont été dégradés, on va aussi en parler. Il y a eu un effondrement de la population d'insectes, on en entend beaucoup parler aussi. Donc c'est une tendance qui va vers l'homogénéisation, je vais réussir à le dire, des communautés d'oiseaux, avec
un appauvrissement des espèces. Ce qu'on peut imaginer aussi avec les méduses. Est-ce que, si on revient sur la biodiversité marine, on peut se dire que les espèces de poissons, par exemple, il y en a plein qui sont déjà en train de s'éteindre, alors que des espèces réservées à la consommation humaine vont, elles, plus s'épanouir, ou c'est un raccourci un peu? C'est plus compliqué que ça. En ce qui concerne la pêche, de surpêcher, déjà, ça va entraîner un certain nombre de choses. Ça va entraîner des changements chez les poissons. Hein. Plus une espèce est pêchée, et plus elle va avoir tendance à réduire sa taille. C'est un peu comme les cornes d'éléphant ou la corne de rhinocéros. Hein. On est exactement dans ce même système-là, donc elle va réduire sa taille. Elle va aussi avoir une fécondité moindre, un taux de reproduction moindre. Et puis, oui, c'est presque une protection. Et puis, on va se retrouver avec une abondance d'espèces plus petites qui vont se reproduire plus vite. Et les grosses espèces vont disparaître. Vous allez changer là aussi, comme pour les oiseaux, hein, les populations. Voilà. Sachant que quand vous enlevez certains prédateurs, l'espèce qui est prédatée va en profiter pour se multiplier. Donc, tout se tient. Il y a un moment, s'il ne reste plus qu'une espèce, on sait très bien que quand on n'a plus de diversité, eh bien, l'ensemble de votre écosystème, il est moins résilient. Les scientifiques ont démontré que plus vous aviez un écosystème diversifié, plus il était résilient. Résilient, donc il se remet de catastrophes. Voilà, il peut s'auto-réparer, on va dire. Voilà, il peut et surtout résister aussi. Mieux résister. Donc cette baisse de biodiversité dans les écosystèmes, en fait, c'est un espèce de serpent qui se mord la queue. Il y a des risques, il y a des baisses, donc ça résiste moins aux risques qu'il y a au danger suivant. Tout à fait. C'est intéressant parce qu'on voit que ce n'est pas juste des espèces qui s'éteignent. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. D'abord, alors en marin, on parle beaucoup de population, mais même en terrestre. Vous avez parlé des oiseaux, on a parlé de population. La première étape, c'est les populations. C'est-à-dire que si les populations se mettent à diminuer, bah forcément, après, on va aller vers une extinction de l'espèce. Et là, au marin, on est sur de la diminution de population. Tout comme chez les oiseaux. Et je repense à votre exemple des oiseaux. Ça s'est fait avant la grippe aviaire. On a eu une grippe aviaire qui, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, non, c'est l'année dernière. L'année dernière, et qui, pour la première fois, touchait tous les oiseaux. Pas que les oiseaux domestiques. Voilà, ça a touché. Donc là, voilà, à la station, on a des collègues qui travaillent là-dessus et qui ont un peu peur des résultats qui vont arriver dans les années futures. Mais c'est la même chose en milieu marin. Vous réchauffez l'eau. Vous allez avoir différentes choses. Déjà, les espèces qui ne supportent pas les eaux chaudes et qui peuvent bouger vont migrer vers des eaux plus froides. Les espèces qui vivent fixées dans l'eau et qui ne peuvent pas se déplacer, eh bien, elles ont 2 solutions. Elles essayent de supporter cette variation. Elles vont la supporter jusqu'à un certain moment. Et puis, une fois qu'elles auront passé leur seuil de tolérance, l'individu va disparaître. Et c'est là, quand je vous parlais de la vitesse des événements, entre en jeu. La population, elle n'aura pas le temps de s'adapter. Voilà. Donc, j'augmente ma température, soit je peux migrer, soit je reste sur place et j'essaye tant bien que faire de supporter ces conditions-là. En même temps, j'amène d'autres espèces qui aiment ces eaux plus chaudes, donc qui vont rentrer en compétition avec ceux qui sont restés et qui sont fragilisés parce que ils sont voilà, déjà dans des conditions qui sont en limite. Et puis vous allez ramener des virus, des pathogènes auxquels les organismes qui sont en place ne sont pas habitués, donc qui vont être éradiqués par ces nouvelles maladies. Donc voilà cette déstabilisation. On pourrait se dire c'est pas grand-chose, un petit degré ou mais si c'est énorme. À l'échelle d'un écosystème, ça peut être énorme. Ça fait des réactions en chaîne en plus. Tout à fait. Et puis, quand vous faites disparaître, j'aime bien expliquer ce changement-là de température. Il y a un tout petit copépode, c'est un petit crustacé qui est dans le plancton. Alors lui, il est très sensible, donc il migre. Il migre vers le nord, vers les eaux froides. Sauf que ce petit copépode, eh bien, c'est la nourriture préférée des jeunes saumons et c'est la nourriture préférée des jeunes morues. C'est ballot, hein. Alors, ce petit copépode, il est remplacé par un autre copépode qui vient des eaux plus chaudes. Mais les jeunes saumons et les jeunes morues ne l'assimilent pas et ne l'aiment pas. Et donc, du coup, on se retrouve avec des juvéniles qui ont des problèmes pour grandir parce qu'ils n'ont pas la bonne alimentation. Et si je prends le cas de la morue, eh bien, tout le monde sait que les stocks de morue là, sont à des niveaux catastrophiques. Eh bien, c'est dû à ces problèmes de maladaptation. Et c'est dû aussi à des problèmes de surexploitation.
Tout ça pour vous dire que c'est multifonctionnel. Et vous mettez un petit coup de pollution là-dessus. Et on est bon, Et a on un est système bon. global. Voilà. Donc, il faut imaginer qu'il y a différentes causes et que ça se fait à différents niveaux et que ces causes-là vont agir aussi bien au niveau de la génétique, du gène, au niveau de l'individu, de la population et de l'écosystème. Donc, à différentes échelles. Toutes les échelles Toutes qui les échelles s'entrecroisent. sont impactées. Vous avez parlé des espèces invasives qui font partie des menaces qu'on va voir Tout à ensemble. Donc une espèce invasive, vous en avez parlé, c'est une espèce qui ne vient pas de milieu d'origine, qui arrive et qui a priori est plus gourmande ou prend plus de place, ou c'est une espèce qui a priori résiste mieux. Alors, une fois qu'elle arrive à s'implanter, alors je vais vous donner un exemple très concret. Actuellement, le plus grand pourvoyeur d'espèces invasives, ça va être les eaux de ballast. C'est quoi les eaux de ballast? Alors les eaux de ballast, vous savez, les navires, surtout les porte-containers, quand ils sont bien chargés, voilà, pour s'équilibrer, vont pomper de l'eau à un endroit donné. Et puis, ils vont faire leur petit tour là. Et alors c'est pour ça que maintenant on interdit le relargage des eaux de ballast dans les ports. Elles se font plus au large. Et quand ces eaux étaient relarguées dans les ports, eh bien, on relarguait en même temps toutes les espèces qui étaient présentes. Qui venaient de là où ils les Qui avaient venaient, prises, voilà, par exemple, souvent à des kilomètres. Australie, hop, je reviens au Havre. Il a été démontré qu'il y avait plus de 7000 espèces différentes dans ces eaux de ballast. Oui. Voilà. Donc, sur ces 7000, elles ne s'implantent pas toutes. Voilà. Mais il suffit qu'il y en ait une qui s'implante. En général, elle s'acclimate bien à l'endroit où elle arrive. Ça veut dire que c'est une espèce qui est opportuniste, qui va mieux résister que l'espèce indigène qui est là depuis très longtemps et qui, globalement, s'est fait sa niche. Et cette espèce-là qui va arriver va rentrer en compétition avec l'espèce indigène. Et comme elle est plus opportuniste, plus résistante, très souvent, elle prend le dessus. Et en plus, pour peu qu'elle ait amené un petit virus avec elle, ou un petit pathogène de l'Australie, et qu'elle l'injecte dans le milieu, eh bien, elle prend sa place. Et tout le monde connaît la crépidule, qui n'est pas du tout une espèce de nos littoraux et qui maintenant a envahi une grande majorité de nos littoraux. Il y a une espèce invasive que tout le monde connaît aussi, c'est le... Mince, je suis en train de perdre son nom. La sargasse. Plus commun, je vais penser au ragondin. Alors c'est en terrestre, effectivement. Mais moi, c'est en terrestre. Je suis très branchée mais vous avez raison, parce que moi je connais beaucoup moins les exemples marins, et vous en avez déjà cité quelques-uns. Est-ce que ces espèces invasives qui sont arrivées il y a quelques années, on va dire, on peut dire maintenant qu'elles font partie de la faune actuelle, on peut les intégrer, ou ça reste quand même des espèces invasives? Alors, oui, on dit toujours que ce sont des espèces invasives puisqu'elles sont en compétition avec nos espèces indigènes. Ça se fait beaucoup en botanique. On voit beaucoup, je pense à l'herbe de la pampa. Voilà, alors oui, on continue à les appeler invasives. Et on s'aperçoit, alors, notamment pour la crépidule, je ne sais pas si pour la botanique ça marche, qu'actuellement, il y a un plateau qui est atteint et on voit que les populations commencent à décroître. Après, on ne sait pas jusqu'où ça va aller et qu'est-ce que ça va donner. Mais a priori, peut-être, là aussi, il y a des cycles. Il faut savoir que le vivant, ce n'est pas une ligne droite non plus. Il y a des choses qui sont cycliques et peut-être que là aussi, il y a des cycles. Est-ce qu'on peut espérer que ces espèces autrefois invasives trouvent finalement un équilibre avec les espèces locales qui ont résisté? En fait, on ne sait pas et on a encore beaucoup de connaissances à acquérir. J'allais dire, alors en terrestre, c'est pas mal, en marin, énormément. Il y a des travaux à faire pour les 200 ans à venir. Je pense qu'on n'en manque pas, effectivement. On n'en manque pas. Mais c'est quand même complexe. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. On est dans du vivant, c'est complexe. Le vivant évolue. Il évolue en fonction de facteurs. Et c'est très difficile de modéliser tout ça. Alors, on essaye toujours de modéliser. C'est pour les humains qui sont un peu cartésiens et puis pour essayer de voir où on peut aller, on va modéliser. Mais il faut savoir qu'avec le vivant, c'est toujours très compliqué parce qu'il va y avoir une intervention auquel on ne s'attendra pas, une réaction qui peut se faire au niveau du gène ou au contraire au niveau d'un organe. Et pour l'instant, on est très ignorant. Je veux dire que l'humanité doit, à l'heure actuelle, rester humble. Plein de choses qu'on ne comprend pas et plein de choses, j'imagine, qu'on va découvrir avec ces fameux changements globaux qui nous arrivent au fur et à mesure dessus et que l'on provoque.
Dans les 6 grandes menaces qu'on est en train de passer en revue, on en a déjà un peu parlé, mais je vais revenir dessus, c'est la destruction des habitats. Avec notamment, on parlait tout à l'heure du saumon qui est une espèce migratrice, Oui, tout à fait. qui remonte les fleuves pour aller frayer. Alors, et puis on appelle ça amphidrome. amphidrome, voilà, on aura le Voilà. bon terme. Il y a plusieurs espèces de poissons, alors qu'ils le font soit dans un sens, soit dans l'autre. Hein. Il y en a qui D'ailleurs, vont d'accord. se reproduire en mer et d'autres qui vont se reproduire en eau douce. Donc il y a un lien entre les fleuves, la mer, bien sûr, et sur ces fleuves, eh ben, on met plein de choses. On met des stations d'épuration, on met des barrages, on modifie les cours d'eau. Ça, j'imagine que ça a un énorme impact sur la biodiversité et sur les milieux. Tout à fait, tout à fait. Quand on parle du saumon, effectivement, il ne peut plus remonter comme ça se faisait auparavant. Et d'ailleurs, il y a certains endroits où on a fait des petits canaux en parallèle pour que les saumons puissent remonter, ou d'autres poissons. En milieu marin, on commence aussi à essayer de trouver des alternatives à certaines fragmentations d'habitat. Je pense notamment aux prairies à zoostères. Alors les zoostères, ce sont les seules herbes, au sens herbes, marines qui existent. Et ces zoostères, eh bien, elles sont très riches en biodiversité. Elles servent de frayères, c'est-à-dire qu'elles vont héberger des juvéniles de poissons, de tas d'organismes, et donc elles ont un rôle majeur. Est-ce que c'est les prairies d'herbes très vertes qu'on voit en Méditerranée ? Oui, alors là, c'est les Posidonies, mais Ah, c'est un d'accord. petit peu l'équivalent. Hein. D'accord, Moi, je ok. connais les zoostères parce qu'on est plus en Bretagne. Qui sont en Bretagne. Voilà. Très bien. Et le souci, c'est que souvent, quand on jette son encre, elle est jetée dans ces prairies, et ça va détruire, fragmenter justement, ça va arracher ces herbes. Et je sais qu'actuellement, il y a plein de solutions qui sont en train d'émerger, notamment des ancrages flottants, mobiles, qui permettraient aux gens de mettre leurs ancres sur ces espèces de boudins et ne pas aller sur le fond. Donc Voilà. ce serait quand même ancré, mais pas sans On détruire le essaye milieu. actuellement, j'allais dire, il y a un petit peu une prise de conscience qui se fait et on essaye de trouver des alternatives. Est-ce que les aires marines protégées, dont on parle beaucoup, suffisent à réduire un petit peu la destruction des habitats marins ou pas ? Alors, Question un peu piège. c'est piège, oui. je sais. Alors oui, on s'aperçoit que les aires marines, dans les aires marines, la biodiversité revient et tout. J'allais dire, le problème des aires marines protégées, c'est qu'il n'y en a pas assez. Il faudrait que tout soit protégé. Alors tout, c'est compliqué, on a besoin. Et il faut être dans le compromis aussi. Mais il faudrait qu'il y en ait plus. Je crois que pour 2030, il est prévu 30% de l'océan en aire marine protégée. 2030, c'est demain, on n'y est pas encore, mais c'est bien, il faut quand même se fixer des objectifs. Quand on fait ces aires marines protégées, en fait, c'est compliqué dans le milieu marin, parce que vous allez avoir des espèces qui, lorsqu'elles vont se reproduire, beaucoup d'espèces vont larguer leurs gamètes dans l'eau, la fécondation se fait dans l'eau, et puis les larves, elles vont être transportées par le courant. Et elles ne vont pas se limiter aux Et aires bon, marines voilà. protégées. Et puis, vous pouvez avoir, suivant les courants, en fait, l'endroit où la reproduction se fait, soit en amont, et ce qu'on appelle une zone source, et puis l'aire marine protégée se retrouve dans ce qu'on appelle une zone puits. Et donc, c'est complexe. Mais oui, moi je suis pour les aires marines protégées avec, effectivement, il y a des niveaux. Il faut savoir que le niveau extrême, c'est aucun prélèvement, ni par la pêche, ni par les scientifiques. Là, on est sur du niveau extrême. Puis après, ça se module. Voilà, si on arrivait à être censé, on pourrait le faire partout. Donc voilà, arriver sur des aires marines protégées, on pourrait, avec les pêcheurs, les scientifiques, le citoyen, parce qu'il n'y a pas que la pêche qui impacte. On oublie beaucoup aussi tout ce qui est pollution, et notamment la pollution sonore. Oui. Elle a un effet désastreux sur la faune. Donc je pense aux histoires de jet ski ou des choses comme ça. Du tourisme, Voilà, des plaisanciers. Donc voilà, il faut vraiment qu'on soit tous autour de la table et puis qu'on essaye de construire ensemble des solutions et puis qu'on arrive à des compromis parce qu'on a quand même besoin de manger, mais on a besoin que la biodiversité soit en bonne forme parce qu'on a démontré que... c'est quand même mieux. c'est quand même mieux, mais même pour l'humain. Mais pour la survie de l'humain, oui. Voilà, j'allais dire, à terme, on va être hyper égocentrique. C'est indispensable pour nous que la biodiversité soit préservée. Et ça, je pense que tant que les gens ne l'auront pas compris, on va avoir du mal à la protéger et avancer.
Why does it feel different every time you kiss me? Why you lying, saying how you really miss me? How come when I come home you have left the table? Tell me there's some friends that have been waiting for you, boy. Why do we keep spinning round and round? Yeah, 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 boy. Why do we keep spinning round and round and round? Why do we? You got me spinning round and round and round, round and round, round and round. Yeah, 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 yeah. Da 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 da. Ooh. Yeah, 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 yeah. You're not new to this. Judas, Judas, Judas. 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 La science dans tous ses états. Au Labo des Savoirs. C'était Summer V de Judas. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. Nous sommes avec Nadia Améziane, professeure au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, directrice de la station marine de Concarneau. Et avant de retourner à l'interview, place à la chronique des bénévoles du Labo des Savoirs. Parce que nous parlons depuis le début de cette émission de la mise en danger de la biodiversité marine, mais il est important aussi d'évoquer sa richesse. Jérémy, tu as voulu faire un zoom sur une espèce que l'on connaît tous de nom, mais qui nous réserve quelques surprises. Figurez-vous que les oursins contribuent de façon cruciale à la biodiversité marine. C'est le propos d'un des chapitres du livre de Bruno David, Les oursins, messagers de l'évolution. Il y évoque ses travaux menés en collaboration avec Chantal de Rieder, chercheuse à l'Université libre de Bruxelles. Cela l'amène à poser l'image amusante d'oursins autobus, je cite, transportant avec lui une quantité incroyable d'espèces. Ce concept m'a beaucoup plu et m'a amené à me poser la question suivante. Quelle question poserais-je à une personne qui conduirait un autobus oursin ? Une interview inspirée par les travaux de Bruno David et le blog Équinoblog du biologiste marin Christopher Ma. Pour parler aujourd'hui de biodiversité marine, j'ai le plaisir de recevoir Apora. Bonjour. Bonjour. Apora, vous êtes conductrice d'un oursin appartenant à l'ordre des Sidaroïdes. Cet ordre d'oursins présente la particularité d'héberger bon nombre d'organismes des fonds marins. Comment l'expliquez-vous ? Eh bien, les oursins possèdent habituellement un épithélium, un genre de peau protectrice anti-intrusion. Les sidaroïdes n'en ont pas, ce qui transforme leur piquant en un formidable terrain protecteur et mobile pour d'autres espèces qui souhaitent s'y installer. Quelles destinations sont couvertes par votre ligne d'oursin-bus ? Oh, nous couvrons le monde excitant des grandes profondeurs, à plusieurs centaines de mètres sous la surface. Plus personnellement, vous pouvez me trouver dans les eaux glacées de l'Antarctique. Et qui fréquente votre service de transport ? Une belle quantité d'organismes charmants. Des éponges, des vers, des petits crustacés, des mollusques ou encore des bryozoaires, sortes de mousses constituées d'animaux minuscules.
Ces créatures voyageuses recherchent spécifiquement nos véhicules oursins pour une belle dérive dans les fonds marins. Certains s'installent durablement et d'autres temporairement. Par exemple, il y a des passagers qui s'installent sur des rochers qui leur plaisent sur le chemin de l'Oursinbus. Intriguant. Et quelle atmosphère trouve-t-on à bord de votre autobus? Je pilotais il y a quelques années un oursin fouisseur dans les Caraïbes, Meoma ventricosa. L'épithélium était régulièrement dévoré par des crabes sans gêne. Cela prenait un temps fou de le régénérer. Rien à voir ici. C'est beaucoup plus calme et loin des vandalismes. À bord des Sidaroïdes, en Antarctique, l'ambiance se résume en 3 mots. Diversité, convivialité et curiosité. Beaucoup des organismes qui embarquent pour ce voyage vivent au fond des océans, s'occupant principalement de filtrer l'eau. Venir dans mon bus, c'est découvrir de nouveaux horizons et cohabiter avec des espèces intrigantes. Ce collectif contribue à créer un camouflage efficace à l'Oursinbus. Tout le monde y gagne. Et puis cette relation symbiotique semble même avoir joué sur l'évolution de certaines espèces aujourd'hui éteintes. C'est dommage, j'aurais tant aimé les piloter. Leurs piquants étaient de formes différentes et facilitaient l'installation d'espèces voyageuses. Oh là là, imaginez l'ambiance à bord. Et qu'est-ce qui vous plaît dans la conduite des Sidaroïdes? Faire vivre cette relation symbiotique est une vraie source de motivation pour moi. C'est aussi le cas pour mes collègues au volant d'autres espèces de l'ordre des Sidaroïdes. Chaque ligne de bus rencontre de la popularité parmi différentes espèces voyageuses. J'aime particulièrement aller dans des zones de fonds marins sinistrés pour permettre à la vie d'y revenir. Ramener la vie dans les zones sinistrées, est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, tout à fait. Eh bien, certains événements assez brutaux peuvent bousculer les écosystèmes. Par exemple, après le passage d'un iceberg. Les fonds marins sont raclés, autant dire qu'on repart alors de zéro niveau diversité du vivant. Nos lignes de bus, elles, proposent de formidables opportunités de s'y installer pour quelques-unes des espèces en voyage. La biodiversité est aussi endommagée par certaines activités humaines raclant volontairement les fonds marins. Tout ceci m'attriste et m'énerve prodigieusement. Il faut vraiment être d'un égoïsme sans nom pour tout ruiner comme ça. Merci encore Apora pour ce témoignage unique. Sophie, je te laisse reprendre sur cet épineux sujet de la biodiversité marine. Merci Jérémy et bravo à Floriane pour cette magnifique interprétation d'un Aporosidaris milleri. Retour à l'interview. Ce qui nous amène, alors notre dernier point, je suis en train de revoir, on a parlé de la démographie, de la surexploitation des ressources, de l'érosion de la biodiversité, des espèces invasives, de la destruction des habitats. Et là, vous venez de parler de la pollution, notamment, on a parlé de la pollution chimique, de la pollution sonore, beaucoup d'espèces marines qui utilisent le son ou les ultrasons pour se repérer. Alors, vous pensez à ça, mais on ne pense pas à toutes les autres qui sont quand même perturbées, même pour, par exemple, l'oursin, même pour se reproduire, ça peut perturber. Là, vous pensez surtout aux mammifères marins. Oui, on pense aux dauphins qui voilà, sont aux dauphins, aux assez baleines. symboliques. Mais oui, voilà. Mais on s'est aperçu que ça impactait beaucoup plus d'organismes que ça. Ça peut empêcher certaines larves de se fixer. D'accord. Voilà, donc la pollution sonore, elle a un impact beaucoup plus important que ce qu'on pouvait penser. Oui, parce que pour rappel, l'onde sonore dans l'air et dans l'eau, c'est pas non plus C'est pas la du même tout chose. la même chose. Et puis, La on propagation, utilise énormément de sons pour communiquer, bateaux, terre, etc. Il y a aussi, et on en discute en ce moment, puisque depuis le lundi 29 mai dernier, 175 pays se sont retrouvés à Paris pour s'entendre sur un traité contre la pollution plastique. Donc ça, c'est celle qu'on connaît, que tout le monde connaît. qu'on connaît le plus. Alors, petit rappel de chiffres, ça fait toujours un peu mal de les lire. 460 millions de tonnes produites chaque année, 80% finissent en déchets moins d'un an plus tard. J'imagine que le milieu marin, le plastique, c'est une catastrophe. Complètement. C'est une très grosse problématique. Et ce sont surtout les nanoplastiques, ceux qu'on ne voit pas. Et il y a plein d'études qui ont montré que tous les organismes marins ingéraient des nanoplastiques depuis notre estran jusqu'à dans la fosse des Mariannes, 11 000 mètres. Donc on a du nanoplastique de partout. Chaque organisme qui va manger un autre va concentrer ces nanoplastiques. Il ne faut pas oublier que À la fin, vers la fin, souvent c'est l'homme qui mange le poisson. qui mange le poisson ou qui mange des crustacés, qui eux-mêmes ont mangé des moules et tout. Voilà, donc ça s'accumule. Il y a deux effets. Donc il y a deux effets. Il y en a sûrement plus. On ne les connaît pas tous, mais déjà, la dégradation de ces plastiques vont libérer un certain nombre d'additifs. Et on a démontré que ces additifs, quand ils étaient libérés, étaient des perturbateurs endocriniens.
qui agissent aussi sur l'homme. Et puis, il y a tout ce qu'on ne sait pas encore ou qu'on n'ose pas nous dire aussi. Hein. Je pense que quand même, depuis le temps, il y a quand même des études qui ont été faites. Et je ne me rappelle plus des chiffres, mais je crois qu'on mange l'équivalent d'une carte bleue par semaine. Par semaine. Je crois bien. Il faudrait que je vérifie, mais c'est juste énorme. Oui, parce qu'on imagine souvent le fameux 7e continent de plastique qui part à la dérive avec Mais des à la limite, bouteilles, c'est pas etc. le pire, celui-là. Oui, parce qu'on le les pire, voit. on les voit, puis globalement, on pourrait peut-être trouver des solutions pour les ramasser. D'ailleurs, il y a des gens qui sont partis pour les ramasser. Oui, Mission Tara Océan, je crois. Alors, il y a eu Tara Océan, mais il y a aussi Odyssée Plastique. Il y a pas mal d'initiatives qui sont faites pour essayer de ramasser ça. Le plus dangereux, c'est quand ils se dégradent, ces plastiques-là. Et qu'on les voit plus. Voilà, et qui font ces nanoparticules. Et c'est là qu'ils deviennent très dangereux. On parlait tout à l'heure du citoyen. Il y a de plus en plus de campagnes qui sont organisées pour nettoyer les plages, etc. Donc, il y a des citoyens qui sont impliqués dans ces choses-là. La sensibilisation continue de se faire. De plus en plus de personnes sont au courant de toutes ces menaces dont on a parlé, notamment vis-à-vis de la biodiversité. Mais il y a aussi des projets de sciences participatives. Je me dis que ce serait pas mal d'en parler. Vous m'aviez parlé, quand on a préparé cette interview, du projet dont je vais retrouver le nom, Plage Vivante, c'est ça? Tout à fait, Plage Vivante. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que c'est? Alors, projet-là. projet Plage Vivante, maintenant oui, je ne sais plus, 4 ou 5 ans d'existence. Et mes collègues, ce sont des collègues de la station, sont partis d'un constat, c'est qu'on a des algues qui sont échouées sur nos plages, qu'on appelle de la laisse de mer. Et de façon assez cocasse, ils se sont aperçus que l'été, ces algues échouées étaient ramassées mécaniquement pour nettoyer les plages, pour que les touristes aient des plages propres. Ah, ramasser, donc jeter, donc enlever des plages. Voilà, Ouais. on enlevait. Voilà. Et les collègues se sont penchés sur cette laisse de mer en se disant elle doit avoir un rôle. Et effectivement, cette laisse de mer a un rôle dont on commence juste à mesurer l'impact, voilà. C'est un écosystème. Cette laisse de mer est un écosystème. C'est-à-dire que quand les algues s'échouent, quand elles vont se décomposer, elles vont entretenir une faune qui va les décomposer et cette faune va être mangée par les oiseaux marins. Et puis cette décomposition aussi va libérer, comme ce sont des algues, des éléments qui vont favoriser, notamment au printemps et en été, la pousse et la floraison des plantes littorales. Donc, cette laisse de mer, c'est un écosystème. C'est super positif pour l'écosystème de la plage. Tout à fait. Et donc, ce qui est important, c'est de voir déjà comment était composée cette laisse de mer, quelles étaient les espèces, est-ce que c'était des espèces proches, est-ce que ça venait de plus loin, et puis comment ça a évolué dans le temps, donc au cours d'une saison, et puis surtout au cours des années. L'objectif, c'est de voir justement l'impact de ce changement global sur cette laisse de mer. Nous sommes peu de scientifiques, donc on a fait ce qu'on appelle un programme de sciences participatives où le citoyen devient acteur de l'acquisition de la donnée scientifique. Donc nos collègues ont établi des protocoles simples pour que les gens ne soient pas découragés, pour que surtout que la donnée acquise soit le plus fiable possible. Donc ils l'ont testé avec des enfants, je crois qu'il y a 90 écoles qui ont testé le protocole, et quand ils ont vu que ça marchait bien, ce protocole-là, il a été diffusé sur les différentes façades, sur toute la façade. Les associations ont pris en charge, et donc il y a un premier protocole qui a été mis en place qui est identifier les algues qui constituent la laisse de mer. Le deuxième protocole là, qui est fini, qui est en cours de test, c'est on identifie les organismes qui se nourrissent et qui vivent dans les algues. Vivent dans ces algues et les décomposent aussi. Et puis le troisième qui est en train de se construire, c'est justement quels sont les oiseaux qui viennent se nourrir de ces petits organismes qui sont dans cette laisse de mer. Et c'est un programme qui fonctionne tellement bien qu'on a même des collègues de Méditerranée qui nous disent on voudrait l'avoir, sauf qu'en Méditerranée, on n'a pas la laisse de mer. Mais l'autre aspect positif, c'est qu'il y a certaines mairies qui ont pris conscience du fait que c'était un écosystème et qui ne font plus de ramassage de leur laisse de mer. Qui laissent les algues sur la plage. Et nous, on explique aux touristes que c'est pas sale, et on leur explique, on leur dit faites ce protocole-là et vous comprendrez. Donc j'allais dire, c'est un exemple de science participative qui sensibilise le plus grand nombre, dont les élus.
Donc il y a vraiment en plus des conséquences concrètes sur la politique publique directement. Tout à fait. Donc si vous êtes intéressés, chers auditeurs et auditrices, il suffit de taper plage-vivante, le tout au pluriel.fr. Et là, il y a un gros bouton qui apparaît, c'est Je participe. Et c'est super bien expliqué. Donc n'hésitez pas à y aller. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont en vacances sur la côte atlantique, donc ça les occupera. Voilà, et il y a même des formations qui sont faites gratuitement par nos collègues. Voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si les gens changent d'endroit, c'est-à-dire qu'ils vont en Bretagne une année et que l'année d'après ils vont à Biarritz, ils verront que ce ne sont pas les mêmes algues. Ah oui, donc en plus, ça permet aussi de sensibiliser aux espèces qu'il y a sur Tout à place, fait, d'apprendre tout à des fait. choses. On sensibilise, on montre que suivant l'endroit où on se trouve, les espèces sont différentes, que l'écosystème est un peu différent, puis on montre l'intérêt de l'écosystème. Et c'est une façon, j'allais dire, sympathique, de sensibiliser le citoyen à cette biodiversité, et puis en le rendant acteur de cette acquisition de données. On est tous ensemble, je vous parlais beaucoup de collaboratifs. D'ailleurs, les protocoles ont été faits avec certaines associations. Ça a vraiment été fait de façon collaborative pour Pour que ce impliquer soit, le plus de monde possible. Voilà, le plus abordable. Le plus abordable et le plus de monde possible. Et j'allais dire, emmener tout le monde. Et même, voilà, on a des entreprises qui sont venues à demander à se former et puis qui organisent eux-mêmes des sorties l'est de mer. Ça peut aussi être, j'allais dire, un challenge pour fédérer des équipes ou pour faire une sortie en famille. Il faut en profiter. Voilà. C'est Et une- on acquiert de la donnée. Mhm. Et cette donnée, elle est utilisée par les scientifiques. Et donc, sur le site, si vous allez voir, vous avez quelques résultats. Il me semble qu'il y a déjà une publication scientifique qui est parue. Donc, il y a des résultats qui sont mis sur le site. Et le citoyen peut voir que l'effet de sa participation à l'acquisition de données. Parce que faire appel aux citoyens, ça fait une force de frappe qui n'a rien à voir avec quelques scientifiques qui se regroupent pour faire tout ça. Donc c'est essentiel. C'est essentiel. Puis en plus, vous avez des données acquises sur une longue durée. Alors nous, à la station, il y a des points qu'on suit régulièrement. Les scientifiques vont régulièrement. Mais l'avantage avec le citoyen, c'est qu'on va en avoir sur toute la façade. Et ça, c'est juste... ce sont des observatoires, en fait, animés par des citoyens. Et c'est juste... Pour un scientifique, c'est inestimable. On arrive à la dernière question de cette interview passionnante. Je dois dire que j'apprends beaucoup de choses. On a parlé donc de ces 6 grandes menaces qui sont un peu déprimantes à entendre, mais qui sont importantes, il faut qu'on en parle. On a fini un petit peu sur la science citoyenne qui redonne un petit peu d'espoir. Alors, dernière question un peu piège. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir ou est-ce que vous dites que on est quand même mal barré? L'humain, en tout cas, est un peu mal barré. Alors, moi, je suis d'un naturel optimiste. Alors, je vais rester optimiste. Et j'interviens beaucoup chez les scolaires. D'ailleurs, il existe des aires marines éducatives. Oh, ça, je ne savais pas. Voilà, et ce sont des enfants qui vont gérer une aire. Et c'est aussi un système génial parce que dès le départ, on les sensibilise. Et je vois que cette jeune génération, elle est beaucoup plus sensible que nous à cette biodiversité. En fait, l'humain, actuellement, est déconnecté du vivant. Et il faut qu'il se reconnecte au vivant. Que ce soit le marin ou le terrestre, il faut vraiment qu'il y ait cette reconnexion pour qu'il réalise qu'il fait partie du vivant et il fait partie d'un écosystème. Quand l'humain va comprendre ça, je pense que déjà, on aura avancé. On aura avancé et on fera peut-être beaucoup plus attention. Et les enfants, là, tous ceux que je vois, eh bien, ils sont dans cette dynamique-là. Et quand, alors j'ai déjà un exemple très concret, ces enfants qu'on a amenés sur le terrain, ils sont allés montrer leur aire marine, donc qu'ils gèrent, à des gens de master, à des étudiants de master. Les étudiants de master ont été juste estomaqués par la connaissance de ces enfants sur les organismes et par les interactions qu'avaient les enfants. Et vraiment... alors les enfants étaient très fiers parce que... Ils ont impressionné des plus grands qu'eux. Ils ont impressionné des plus grands qu'eux. Et c'est eux qui ont fait, du coup, les enfants, c'est eux qui ont fait la sortie à notre place, parce qu'ils ont tout expliqué. C'était impliqué. Voilà. Et c'est quelque chose d'hyper positif, parce que, en fin de compte, c'est eux notre futur. Il ne faut surtout pas les culpabiliser, il ne faut pas les entretenir dans cette éco-anxiété, et il faut qu'on les reconnecte au vivant. Et quand je les vois, je me dis que, bon, allez, c'est quand même... voilà, ils sont motivés, eux-mêmes sont optimistes, et ils ont plein d'idées. Donc il y a des raisons d'espérer. Il y a des raisons d'espérer, il faut un petit peu arrêter nos bêtises. Mais à force de faire justement de la sensibilisation, les programmes de sciences participatives, intervenir de partout, eh bien,
tous les gestes éco-citoyens. Certains vont vous dire, oui, mais ça sert à rien. Non, non. Si tout le monde fait des gestes éco-citoyens, déjà, ces citoyens votent, hein, donc il y a un moment, et puis ils consomment aussi. Donc si les industriels s'aperçoivent que il y a beaucoup de citoyens qui ne veulent plus de ci, de ça, eh bien on fera bouger les choses. C'est sûr que si on reste un pourcentage infime à essayer de faire bouger les choses, on n'y arrivera pas. Mais moi je crois à l'effet de masse. Et les choses commencent déjà à bouger. Les choses bougent, oui, les choses bougent déjà un peu. On va dire pas mal quand même. Bon, alors après, c'est ce que je dis toujours, c'est pas parce qu'on va stopper nos émissions de carbone et que du jour au lendemain, tout va revenir. Il y a un effet d'emballement. Voilà, il y a une inertie du système qui fait que. Mais globalement, on l'a vu pour le Covid. Quand les gens sont restés enfermés chez eux pendant un bon mois, là, on a vu qu'il y avait des endroits où on voyait plus de vie, la vie était revenue. Et la question est toujours la même, la vie reviendra, est-ce qu'elle sera faite pour nous? Est-ce que nous, dedans, on survivra? C'est finalement la grande question. On est en train de mettre en danger notre propre écosystème. Notre propre survie. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Nadia Améziane, d'avoir répondu à mes questions. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Nadia Améziane, professeure au Muséum national d'histoire naturelle à Paris et directrice de la station marine de Concarneau, d'avoir répondu à nos questions. Merci à nos chroniqueurs, Jérémy Frexas et Floriane Brémond, pour cette parenthèse à deux voix sur les oursins et leurs secrets. Cette émission a été préparée et réalisée par Sophie Potvin en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle de Nantes. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur lelabodesavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. À la semaine prochaine.